Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Le scribe cosmopolite. Collection dirigée par Osama Khalil. Maquette de la couverture, Osama Khalil. Gravure et dessin, Sergio Birga. Introduction. Pierre Bourdieu, 1930 à 2002, élève de l'École normale supérieure de 1951 à 1954, agrégé de philosophie en 1954, directeur d'études à L', École des hautes études en sciences sociales de 1964 à 2001, est devenu en 1982 professeur au Collège de France où il a enseigné jusqu'à sa retraite en 2001. Il a reçu la médaille d'or du CNRS en 1993. La fin de son parcours a été marquée par sa consécration nationale et internationale, comme grand intellectuel engagé. Parcours de l'œuvre. Bourdieu a distingué lui-même plusieurs étapes dans son œuvre, véritable aventure intellectuelle. Il était destiné à devenir philosophe, Méditation pascalienne, chapitre 1, postscriptum 1, Confession impersonnelle, pages 56 à 57. Les plus ambitieux s'attachant par prédilection à des textes et des auteurs ésotériques, obscurs, voire, comme dans le cas de Husserl et de Heidegger, pratiquement inaccessibles faute de traduction. Les ouvrages majeurs de Heidegger et de Husserl ne seront traduits que dans les années 60, c'est-à-dire lorsque sera retombée la ferveur qui les entourait. Grâce à Raymond Aron qu'il a pris comme assistant, il a changé de voie à la suite de son service militaire à l'époque du conflit franco-algérien. Sans doute la distance que j'ai prise peu à peu avec la philosophie doit-elle beaucoup à ce que l'on appelle les hasards de l'existence, notamment à un séjour forcé en Algérie, dont on pourrait dire sans chercher plus loin qu'il a été à l'origine de ma vocation d'ethnologue puis de sociologue. Méditation pascalienne, chapitre 1, postscriptum 1. Confession impersonnelle, page 64. La sociologie de l'éducation, la sociologie de la production culturelle et la sociologie de l'État auxquelles je me suis successivement consacré ont constitué pour moi trois moments d'une même entreprise de réappropriation de l'inconscient social. Méditation pascalienne, chapitre 1, note 2, page 356. Entreprise qui ne se réduit pas aux tentatives déclarées des auto-analyses, plus justement dénommées auto-socio-analyses. Il ne sera guère question ici des héritiers, livre sous-titré Les étudiants et la culture, qui a été publié en 1964 avec Jean-Claude Passeron, et qui a connu un grand succès public. C'est en pensant d'abord à ce livre que Bourdieu a écrit en 1997 les découvertes les plus indiscutables, comme l'existence d'une forte corrélation entre l'origine sociale et la réussite scolaire ou entre le niveau d'instruction et la fréquentation des musées, ou encore entre le sexe et les probabilités d'accès aux positions les plus valorisées des univers scientifiques ou artistiques, peuvent être refusées comme des contre-vérités scandaleuses. Méditation pascalienne, chapitre 5, sous-chapitre, La double vérité, page 274. Les analyses des héritiers fondées sur l'origine sociale s'appuient notamment sur les chiffres de l'INSEE par catégorie socio-professionnelle, regroupés par les auteurs en trois niveaux, populaire, moyen et supérieur, dans une répartition faite tant bien que mal. Par exemple, en ce qui concerne les divers enseignants, sait-on bien à quel niveau et dans quelle catégorie il faut les classer ou les reclasser? Cadre supérieur, cadre moyen, employé? De plus, l'évolution au cours du temps est l'une des pierres d'achoppement de ce genre d'études. Peut-on encore se prononcer sur le système éducatif à partir de pourcentages tels que ceux des fils d'agriculteurs, d'ouvriers ou d'instituteurs accédant à l'enseignement supérieur, alors que le nombre des étudiants a augmenté massivement, et que l'agriculteur, l'ouvrier ou l'instituteur, aujourd'hui professeur des écoles, ne correspondent plus à ce que l'on désignait ainsi naguère? Ce livre a eu des effets négatifs sur la manière de penser l'enseignement, comme système reproducteur des inégalités plutôt que des connaissances, et des effets négatifs sur la réputation même de Bourdieu, auquel on a collé l'étiquette de déterministe, alors qu'il s'est efforcé de concilier déterminisme et liberté, voir plus loin le chapitre 2. Un autre livre célèbre du sociologue, La Distinction, qui a pour sous-titre Critique sociale du jugement, est évoqué à l'annexe 1 du présent ouvrage. Fruit d'un effort considérable d'enquête et de réflexion, il présente une grande richesse d'informations concrètes, mais celles-ci ont souffert d'une péremption historique rapide, comme l'auteur en a convenu, de sorte qu'il faut faire abstraction de leur caractère daté pour en tirer des leçons.
Ainsi, les goûts de certains individus ou de certains groupes d'une société à un certain moment ne sont pas des propriétés substantielles inscrites dans une sorte d'essence culturelle, mais des propriétés relationnelles qui existent que par la relation avec les goûts d'individus ou groupes sociaux différents. Par ailleurs, autre conclusion, les choix des agents sociaux dans les domaines les plus variés de la pratique, en cuisine, en sport, en musique, en politique, sont liés entre eux de manière relativement cohérente. S'agissant du style, le goût de la formule bien frappée malgré les lourdeurs de l'expression sociologique, fait de Bourdieu dans une certaine mesure un auteur de maximes. Quant au fond, en dépit des critiques et parfois des irritations auxquelles a largement contribué le caractère combatif, parfois péremptoire, qui transparaît dans cette œuvre, la cohérence de la pensée progressivement corrigée et approfondie est impressionnante en dépit des contradictions que le sociologue a lui-même reconnues. On pourrait dire en simplifiant, que le parcours de cette pensée se situe entre deux bornes extrêmes, entre d'une part la tentation de ramener toute chose aux conditions sociales particulières de sa production, et d'autre part l'aspiration à l'universel permettant de fonder la vérité de ce qui est énoncé. Vivre toutes les vies. Sous une forme propre au XXe siècle, cette œuvre semble être née d'une ambition analogue à celle des romanciers du XIXe siècle. C'est sans doute le goût de vivre toutes les vies dont parle Flaubert et de saisir toutes les occasions d'entrer dans l'aventure qu'est chaque fois la découverte de nouveaux milieux, ou tout simplement l'excitation de commencer une nouvelle recherche qui m'a porté à m'intéresser aux milieux les plus divers. Jeune hippocagneux tout à l'émerveillement d'un Paris qui donnait réalité à des réminiscences littéraires, je m'identifiais naïvement à Balzac, stupéfiante première rencontre de sa statue au carrefour Vavin. Esquisse pour une auto-analyse, pages 86 à 87, livre publié en France en 2004, qui développe le sous-chapitre final de Sciences de la science et réflexivité. D'autres modèles, ou contre-modèles, ce qui revient souvent au même, ont pu l'inspirer, par exemple Sartre, auteur en particulier d'un volumineux ouvrage sur Flaubert. Je n'ignore pas, écrit Bourdieu, que mon entreprise peut apparaître comme une manière de poursuivre les ambitions démesurées de l'intellectuel total, mais sur un autre mode, plus exigeant, et aussi plus hasardeux. Je courais en effet le risque de perdre sur les deux tableaux et d'apparaître comme trop théoricien au pur empiriste et trop empiriste au pur théoricien. Esquisse pour une auto-analyse, pages 89 à 90. Cette œuvre est en partie le résultat d'un travail collectif, livre signé en collaboration, publication de nombreux auteurs dans les collections que Bourdieu dirigeait et dans sa revue « Actes de la recherche en sciences sociales ». Le groupe que j'avais constitué sur la base de l'affinité affective autant que de l'adhésion intellectuelle, a joué un rôle déterminant dans cet énorme investissement. Esquisse pour une auto-analyse, page 91. Une interprétation plus critique pourrait conduire à exprimer l'idée qu'il a ainsi tiré parti, comme d'autres, de ce milieu universitaire et de ses caractéristiques féodales. La diversité de sa production ne tient pas seulement à celle des collaborations et des sujets, mais aussi à la complexité de son habitus clivé, voir le chapitre 2 du présent ouvrage, générateur de toutes sortes de tensions et même de paradoxes. Je pense au fait, écrit-il, d'investir de grandes ambitions théoriques dans des objets empiriques souvent à première apparence triviaux, comme le rapport au temps des sous-prolétaires, ou la photographie. Je me suis ingénié à laisser les contributions théoriques les plus importantes dans des incises ou des notes, ou à engager mes préoccupations les plus abstraites dans des analyses hyper-empiriques d'objets socialement secondaires, politiquement insignifiants et intellectuellement dédaignés. La notion d'habitus est présente, avec ses implications critiques à l'égard du structuralisme, dans une postface à un livre de Panofsky que j'avais créé en réunissant deux textes qui avaient été publiés séparément en anglais, et où le mot d'habitus n'est pas prononcé. Une de mes critiques les plus élaborées de Foucault est avancée dans la note finale de l'article intitulé « Reproduction interdite », que jamais aucun philosophe digne de ce nom n'envisagerait de lire. La critique du style philosophique de Derrida est renvoyée dans un post-scriptum de la distinction, ou dans un passage elliptique des méditations pascaliennes. Seul le sous-titre donne parfois une idée de l'enjeu théorique des livres. Pareil parti pris de discrétion a sans doute à voir aussi avec la vision double, dédoublée et contradictoire que j'ai de mon projet intellectuel, parfois hautain et même un peu cavalier, dans la logique, comprenne qui pourra, et ascétique,
La vérité se mérite et Kalepa Takala, les choses belles sont difficiles. Il est aussi prudent et modeste, je n'avance mes conclusions et aussi mes ambitions que sous couvert d'une recherche précise et circonstanciée. Esquisse pour une auto-analyse, page 131-133. Chapitre 1, Réflexivité et auto-analyse. Bourdieu a voulu être un sociologue réflexif, à la fois sujet et objet de ses analyses. La leçon inaugurale qu'il a prononcée au Collège de France en 1982 illustre cette démarche. Intitulée Leçon sur la leçon, elle est présentée par son auteur comme un discours qui se réfléchit lui-même, où il commence par rappeler une des propriétés les plus fondamentales de la sociologie telle que je la conçois. Toutes les propositions que cette science énonce peuvent et doivent s'appliquer au sujet qui fait la science, pages 8 à 9. Ce thème a fait l'objet de son dernier cours au Collège de France, 2000 à 2001, publié en 2001 sous le titre Sciences de la science et réflexivité, dont le chapitre 3 s'intitule Pourquoi les sciences sociales doivent se prendre pour objet. Au début de ce chapitre, page 168, Bourdieu explique pour porter au jour le caché par excellence, ce qui échappe au regard de la science parce qu'il se cache dans le regard même du savant, il faut objectiver le sujet de l'objectivation. Et dans la conclusion, page 221, je sais que je suis pris et compris dans le monde que je prends pour objet. Lorsque je soumettais à l'examen sans ménagement le monde dont je faisais partie, je ne pouvais pas ne pas savoir que je tombais nécessairement sous le coup de mes propres analyses et que je livrais des instruments susceptibles d'être retournés contre moi. La comparaison de l'arroseur arrosé que l'on emploie en pareil cas, désignant simplement une des formes très efficaces de la réflexivité telle que je la conçois, Méditation pascalienne, introduction, page 13. J'ai ainsi beaucoup appris de deux recherches qui, menées dans des univers socialement très éloignés, le village de mon enfance et les universités parisiennes, m'ont permis d'explorer, en observateur objectiviste, certaines des régions les plus obscures de ma subjectivité. Méditation pascalienne, introduction, page 13 à 14. Il avait conscience des risques de sa démarche, et en particulier de ses possibles effets de boomerang. Je ne puis pas ignorer les tentatives d'objectivation plus ou moins sauvages que mes analyses ont suscitées en retour, sans autre justification que la volonté malveillante d'objectiver celui qui objective, selon la logique enfantine du « c'est celui qui dit qui est ». Dénonciateur de la gloire et des honneurs, il est avide de gloire et d'honneur. Pourfendeur des médias, il est médiatique. Contempteur du système scolaire, il est asservi aux grandeurs d'école, et ainsi de suite à l'infini. Esquisse pour une auto-analyse, page 140. Réflexion de Bourdieu sur ses origines sociales et scolaires. Dans son esquisse pour une auto-analyse, page 109 et suivante, il évoque ses parents béarnais, son père facteur qui a quitté l'école à 14 ans, électeur de gauche, fils de métayer, et sa mère issue d'une grande famille paysanne, qui a été au collège jusqu'à 16 ans, et qui a dû contrecarrer la volonté de ses parents pour faire un mariage perçu comme une grave mésalliance. L'après le bal des célibataires, première partie 2, page 83, et deuxième partie, page 180, le mariage d'un homme avec une femme d'un rang supérieur n'était pas bien vu, contrairement au mariage avec une femme d'un rang inférieur. La grande famille paysanne était reconnaissable, page 40 à 41, à l'étendue, toute relative de son domaine. Dans cette région, seuls 10% des exploitations dépassaient 30 hectares, et à certains signes tels que l'importance de la maison et de son portail. La mère de Pierre Bourdieu habitait avec ses parents une petite maison à un étage, maison natale du sociologue, que la grand-mère maternelle avait reçue en dot, détachée de la grande maison ancestrale. Quant au grand-père maternel, sieur et transporteur de bois, revendeur de tissus, il était lui aussi le parent pauvre d'une grande famille. À partir de 1960, après des recherches de terrain en Algérie, principalement en Kabylie, Bourdieu a analysé les pratiques matrimoniales de son pays d'origine, et s'est intéressé à ce que les gens de son pays appelaient mariage de bas en haut, et mariage de haut en bas, pour désigner les alliances entre conjoints de niveaux sociaux différents. S'agissant d'une région qui avait pour spécialité les cadets de Gascogne, il s'est livré à des réflexions subtiles en croisant aînés et cadets, avec famille de haut statut et famille de bas statut, ce qui donnait par exemple, page 193, rien ne s'oppose à ce qu'une aînée de petite famille épouse un cadet de grande famille, alors qu'un aîné de petite famille ne peut épouser une cadette de grande famille. Dans cette société, où le mariage d'un homme avec une femme de condition plus élevée était désapprouvé,
on disait qu'il se plaçait comme domestique sans salaire. Et quand une aînée de grande famille épousait un cadet de petite famille, on citait un proverbe : si c'est un coq, nous le garderons, si c'est un chapon, nous le mangerons. Le bal des célibataires, deuxième partie, page 197. Dans son esquisse pour une auto-analyse, page 117 à 127, citant les Mémoires d'un fou, de Flaubert, celui qui a connu l'internat connaît à 12 ans à peu près tout de la vie. Bourdieu décrit de façon très sombre son expérience d'interne. Cadre de vie sinistre, ruse et violence entre élèves, relations conflictuelles avec l'administration de l'internat. Les parents, explique-t-il, souvent pauvres, ne comprenaient pas les réactions de l'élève pour qui il faisait des sacrifices financiers et qui, pourtant, se plaignait. Un peu dégoûté par l'anti-intellectualisme doublé de machisme paillard et gueulard qui faisait les délices de mes compagnons d'internat, écrit-il page 127, je lisais souvent pendant les récréations. Et je pense que si j'ai commencé à pratiquer le rugby, aux côtés de camarades d'internat, c'est sans doute pour éviter que ma réussite scolaire et la docilité suspecte qu'elle est censée supposer, ne me vaillent d'être exclu de la communauté dite virile de l'équipe sportive, seul lieu, à la différence de la classe qui divise en hiérarchisant et de l'internat qui isole en atomisant, d'une véritable solidarité. Cette expérience a laissé des traces dans la reproduction, livre 2.2, Langage et rapport au langage, page 151. Le langage châtié et correct, c'est-à-dire corrigé de la salle de classe, s'oppose au langage que les annotations marginales désignent comme familier ou vulgaire. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.